Avant de savoir marcher, un enfant va tomber. Beaucoup de fois. Et pourtant, personne va lui parler d'échec, personne va lui dire d'arrêter, de renoncer, parce que tomber, c'est normal et c'est même attendu. Alors pourquoi, en grandissant, en devenant adulte, et en particulier dans le milieu professionnel, l'échec résonne-t-il si souvent de manière négative ? À quel moment a-t-on cessé de le voir pour ce qu'il est vraiment, une étape naturelle de l'apprentissage ? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Management, recrutement, inclusion, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les questions et les enjeux qui font la marque employeur. Dans cet épisode, je reçois Elvira Schwecker, facilitatrice et consultante chez CoBoost et formatrice à la Cité du Management. Bonjour Elvira. Bonjour Lucie. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi de l'échec et surtout de ce qu'on en fait. Sachant qu'environ un salarié français sur 4 a une réelle peur de l'échec et même pour des choses qui paraissent anodines. Pourquoi on le vit si mal cet échec alors que pourtant c'est quelque chose qui est assez commun, qui est même humain? Pourquoi on le vit mal? J'ai envie de te dire, c'est quand même beaucoup plus classe de paraître comme un winner, comme un loser, parce qu'on a peur du regard extérieur, même de sa propre manière de vivre l'échec, parce que parfois dans les organisations, il peut y avoir de réelles conséquences d'un échec. Donc tout ça mis bout à bout fait que on va avoir un rapport à l'échec qui va être pas du tout confortable. On peut dire que globalement, il y a 3 manières d'aborder l'échec. Il y a le déni. Ah non, c'est de ma faute, c'est la faute du patron, du collègue, du pluie, du beau temps. Donc ne pas assumer la responsabilité de quelque chose à quoi on fait face. Et il y a la deuxième façon qui est s'identifier complètement à l'échec. J'ai raté, donc je suis un raté. Et donc là, forcément, ça nous met dans une position très figée où il n'y a finalement qu'à se décomposer. Et puis, la troisième manière, c'est considérer l'échec, comme tu disais, comme quelque chose qui est complètement inhérent à la condition humaine et se dire, OK, voilà, je fais face à ça, c'est douloureux, c'est désagréable, mais qu'est-ce que cet échec a à m'apprendre? Ou qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet échec? Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Et comment je continue mon aventure de vie professionnelle, en l'occurrence, avec ça. C'est hyper clair, Elvira, merci. Malgré tout, j'imagine qu'il y a des moments où, dans certaines situations, l'échec est insurmontable. Évidemment, parce qu'à partir du moment où on s'attend à quelque chose, à un résultat, et que le résultat n'est pas à la hauteur, finalement, quelle que soit la sphère de notre vie, c'est une blessure, c'est une frustration, c'est une déception. Donc il y a une grande composante émotionnelle dans un échec. Et en fonction de l'importance qu'on avait mis dans l'objet de l'échec, eh bien, ça va être plus ou moins facile à gérer. Donc oui, cette partie peut-être insurmontable peut exister. Donc il y a cette composante importante qui est émotionnelle, et c'est très important de ne pas la balayer comme ça, à vouloir à tout prix positiver l'échec, c'est bien, etc. Non, il faut prendre le temps nécessaire pour digérer, pour pouvoir ensuite passer à la phase suivante, qui est l'apprentissage de l'échec. Et moi, ce que je trouverais dommage, c'est de passer à côté, en fait, de tout ce qu'on peut retirer de l'échec. Souvent, et ça c'est quelque chose dont je me suis rendu compte lors d'un de mes accompagnements. J'accompagne une jeune diplômée qui était en recherche d'emploi. Elle me parlait de ses diverses expériences et par rapport à une expérience, elle a dit « Ah non, là, c'était un échec total, je pense que ça ne vaut même pas le coup d'en parler. » Je lui ai dit « Ok, tu me parles de cette expérience, le résultat au final, c'était bof. Mais quand même, tu as vécu quelque chose pendant tout un laps de temps. Pendant cette expérience, tu as fait des choses. Donc, qu'est-ce que cette expérience en soi a à nous raconter ?»
Donc on s'est posé autour de ça, on a décortiqué la chose. Il se trouve que en dehors du résultat qui n'était pas à la hauteur, elle a appris beaucoup de choses, elle a appris à travailler sous pression, sous contrainte, elle a appris à poser des limites. Donc finalement, voilà, il y a plein de choses à retirer. L'échec, c'est comme une boîte à trésors qui renferme des choses intéressantes. Donc pour moi, c'est ne pas se limiter au résultat qui est insatisfaisant, mais regarder tout le parcours qui nous y amène. Bien sûr, ouais, le voir de façon positive au final. Alors, on parlait en intro d'enfants, et justement, je me posais la question, est-ce que cette perception de l'échec, ça vient justement de l'enfance, ça se forme dès l'enfance? Alors pour ça, je t'invite à repenser à ta propre expérience d'enfant à l'école. Qu'est-ce qui compte? C'est ramener les bonnes notes. Et quand on résout un problème, c'est de trouver la bonne réponse. Oui, ouais. Finalement, c'est ça ce qui est valorisé. Et donc ça peut venir verrouiller quelque chose que les chercheurs, notamment une chercheuse qui est passionnante, Carol Dweck, psychologue américaine qui travaille beaucoup sur la réussite scolaire et sur la motivation qui amène à la réussite. Et elle a identifié que déjà dès l'enfance, on a deux types de mindset. Donc état d'esprit. Le mindset fixe et mindset de croissance. Le mindset fixe vient de la croyance que nos compétences et notre intelligence viendraient de manière innée. Donc soit globalement on est intelligent et capable pour un tas de choses, soit pas. Et donc forcément les personnes qui rencontrent une difficulté ou un échec vont se dire « Ah bah non, c'est que je suis nulle, je ne suis pas douée pour ça ». Ça va s'arrêter là. Ça peut être assez pratique pour ne pas persévérer, n'est-ce pas? Mais finalement, ça va nous renfermer. Et donc, cette concentration sur le résultat uniquement va venir figer quelque chose à cet endroit-là et va empêcher tout développement. Alors que de l'autre côté, l'état d'esprit de croissance, c'est l'état d'esprit de éternel, pas encore. C'est-à-dire, on se dit, là, aujourd'hui, je ne suis pas encore capable de faire quelque chose, mais finalement, je continue à être curieux, je continue à redoubler de l'effort, et demain, je serai meilleur, je raterai moins, et demain, je serai encore meilleur. Donc, et c'est ça qui va nous amener à vouloir continuer à relever des challenges, progresser et apprendre, et finalement dédramatiser l'échec en tant que tel, puisqu'il ne viendra pas nous chercher au cœur de l'individu que nous sommes. C'est hyper intéressant. Donc, ça veut dire que vraiment, l'échec en lui-même n'est pas le frein, c'est vraiment le regard qu'on pose dessus. Alors, du coup, si on revient au milieu professionnel, quel est le rôle, quel rôle peuvent jouer managers et plus globalement l'entreprise et comment ils peuvent accompagner le collaborateur à avoir une perception plutôt positive de l'échec? Le manager, dans une équipe, de base, en tant que figure de référence, va jouer un rôle fondamental dans le climat de l'équipe. Imagine-toi un manager qui, face à une erreur que tu commets ou un échec que tu ramènes, il se permet de te faire des remarques, en plus en présence de tes collègues, qui se met en colère. Enfin voilà, je décris un peu des comportements un peu augmentés, mais ça arrive. Et toi, en tant que collaborateur, qu'est-ce que ça génère? Ça va créer de la frustration, ça va me fermer, ça va te fermer, ça va te bloquer, ça va générer de la peur. Et tout ce que tu voudras faire, c'est d'aménager ton petit espace de sécurité qui va consister à ne pas en faire trop, de peur de te tromper, de ne pas trop prendre d'initiative, de ne pas trop prendre de risques. Et comment fait une entreprise se développer alors que ses collaborateurs ont peur de se tromper? Tu sais, aujourd'hui, on sait que finalement, toutes les tâches où il n'y a qu'une seule solution possible, on va les déléguer de plus en plus à l'intelligence artificielle, des automates, etc. Tout ce qui va nous rester pour nous, les humains, ça va être les actions qui sont plus liées à la découverte, à la recherche, et donc forcément au fait de commettre de plus en plus d'erreurs. Donc le but, ce n'est pas tant d'arrêter de faire des erreurs, c'est mieux quand c'est possible, mais le but, c'est comment on rend l'erreur, l'échec, apprenant pour pouvoir en faire un levier de créativité, de croissance,
de développement. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a des entreprises qui surfent vraiment là-dessus, notamment pour les grandes pépites françaises qu'on connaît, il y a Blablacar. D'accord. Le fondateur de Blablacar, il a fait une partie de ses études aux États-Unis, à Stanford, et c'est sans doute là qu'il a absorbé cette vision plutôt positive de l'échec. Et en plus, travaillant dans le digital, il a bien compris que l'aventure entrepreneuriale, pour lui, ne sera pas qu'un long fleuve tranquille. Et donc, il a souhaité, dès le démarrage, d'intégrer la notion d'erreur, d'échec, comme quelque chose de positif dans son entreprise. Donc, ça fait partie de ces 5 principes fondamentaux de son entreprise. Ça a même un petit nom, ça s'appelle « Fail, Learn, Succeed ». Donc, échouer, apprendre, réussir. Et donc, il ne s'est pas arrêté juste à poser ça comme un étendard dans le grand livre de son entreprise. C'est vraiment aujourd'hui décliné en rituel quotidien pour les équipes et pour le management. Quand il y a une erreur qui se produit, il y a des mails qui circulent, on partage l'erreur, on partage la manière de l'avoir corrigée, on partage les apprentissages, aussi bien entre les développeurs que les managers des pays, etc. Tu vois, donc on peut réellement faire quelque chose d'une erreur tout en ne pas considérant toute l'erreur comme forcément quelque chose d'obligatoirement positif, parce que un coup de pas de chance, ça peut arriver. Bien sûr. Mais on peut en faire un vrai levier intéressant pour ses collaborateurs. Merci Elvira. C'était hyper intéressant. Alors, si tu avais un message pour résumer un peu tout ce que tu as dit, ce serait lequel? Ce qui me vient, c'est le fameux adage, je ne vais pas te le faire en latin, parce que là, pour le coup, je ne serai pas très bonne, mais on dit souvent « l'erreur est humaine ». Et on arrête la phrase là. Mais en fait, la vraie phrase, c'est « l'erreur est humaine, la répéter est diabolique ». J'aime bien. Et donc, en fait, si je devais résumer, c'est que les échecs, tu le disais au début, sont inhérents à la condition humaine. Mais ce qui est intéressant dans le monde professionnel, c'est comment on apprend des échecs. Comment fait-on pour qu'ils ne se répètent pas? Ou si elles se répètent, c'est dans une moindre mesure. Donc, moi, je suis une fervente défenseuse de vivre l'échec, traverser son côté désagréable, mais toujours se poser dessus et se dire « qu'est-ce qu'il a à me dire ?» Tendre l'oreille et se dire « qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que tu as à me raconter ?» Et aussi bien individuellement que collectivement en équipe. Merci Elvira. Alors, pour conclure, je vais me permettre de citer Thomas Edison qui disait « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnaient pas ». Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Ressources est un podcast RH à écouter, à partager, à faire vivre en équipe. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'accompagnement et les solutions d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt!